Tout d'abord, je vous remercie de vous être connectés à ce 12e webinaire qui concerne la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. Donc tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Estelle Ducreux, intervenant en prévention des risques professionnels AMT 71. Donc, ce webinaire s'intitule le référent Covid. Donc, il va permettre de faire le point un peu sur ce qu'est ce référent Covid, qui doit être désigné dans les entreprises, quelles sont ses missions, qu'est-ce qu'il doit faire au quotidien. Et puis, nous reparlerons bien évidemment du protocole sanitaire du gouvernement qui est paru hier et qui s'applique dès aujourd'hui, le 1er septembre, dans les entreprises. Voilà. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'environ une demi-heure, trois quarts d'heure. Ensuite, j'essaierai de répondre à vos questions que vous pouvez dès à présent poser dans la fenêtre du chat qui est à droite de votre écran. Voilà, donc nous tenterons de répondre à l'ensemble de vos questions après la présentation. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Et donc, je vais commencer cette présentation. Alors déjà, première question, pourquoi faut-il un référent Covid dans les entreprises ? D'abord, je suis obligée de reparler de cette obligation réglementaire qui est valable tout le temps pour toutes les entreprises, puisque l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Pour cela, il est obligé d'évaluer et de prévenir l'ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés, obligé dans le sens réglementaire, j'entends. Et donc, le Covid fait bien partie des risques auxquels sont exposés les salariés, puisqu'il y a des contacts qui se font dans les entreprises, et donc il y a bien un risque de contamination des salariés. Attention, c'est une obligation réglementaire, il y a une obligation de moyens pour l'entreprise, puisqu'elle doit mettre à disposition des salariés tous les moyens qui sont nécessaires à la prévention des risques, mais aussi de résultats. Donc ça veut dire, si vous mettez à disposition d'un salarié un EPI, type, je ne sais pas, un masque, vous devez faire en sorte qu'il le porte. Sans ça, votre responsabilité est bien évidemment engagée. Voilà, donc ça, c'est la loi générale qui s'applique tout le temps. Et dans le cadre de cette crise épidémique, crise sanitaire, le gouvernement, le ministère du Travail plus exactement, donne des recommandations à destination des entreprises. Il accompagne les entreprises sur les mesures de prévention à mettre en place pour protéger les salariés de cette contamination par le Covid-19. Donc, c'est le protocole national de déconfinement qui est paru lors du déconfinement au mois de mai, après le confinement qui était en place depuis le mois de mars, et qui a fait l'objet de plusieurs mises à jour, dont une mise à jour qui est très récente, puisqu'il est paru hier, je crois, à 22h, sur le site du ministère. Voilà. Donc, le but, c'est bien d'accompagner les entreprises dans la gestion de cette crise, de ce risque épidémique, pardon. Et donc, dans ce protocole, il est noté un référent Covid est désigné dans chaque entreprise. Voilà. Donc, le protocole n'est pas une loi, mais c'est fortement incitatif, puisqu'il permet à l'employeur de répondre à son obligation réglementaire d'assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Alors, qui est-ce que vous pouvez nommer référent Covid en interne ? Donc, toutes les entreprises sont concernées. Dès l'instant qu'il y a un salarié, vous devez nommer un référent Covid en interne. Donc, dans les petites structures, ça peut être l'employeur lui-même. Donc, ça, c'est noté dans le protocole. C'est tout à fait possible. Dans les plus grandes structures, ça peut être un responsable prévention, un responsable HSE,
Ça peut être aussi le salarié désigné compétent en matière de sécurité au travail, hein, donc ça c'est quelque chose qui doit exister dans les entreprises et qui est réglementaire. Ça peut être un sauveteur secouriste du travail qui est formé Covid-19. Ça peut être aussi une personne de l'encadrement, un infirmier du travail, un membre du CSST, ou alors tout autre collaborateur qui soit qui est dans l'entreprise et qui est voilà. Donc il y a quand même quelques conditions. Il faut que ce référent Covid soit compétent pour les questions de santé et sécurité. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son parce que c'est bon, d'accord, ok. Donc le référent Covid doit être compétent pour les questions de santé et sécurité. Donc effectivement, l'importance de la formation, il ne faut pas hésiter à envoyer en formation votre référent Covid si ce n'est pas le cas. Il doit être également reconnu par ses collègues, avoir une certaine légitimité. Il doit connaître aussi les postes de travail, il doit connaître le travail réel qui est fait dans l'entreprise. Il doit maîtriser bien évidemment les gestes barrières hein, qui sont applicables au niveau national. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui doit être volontaire et qui doit être intéressé par cette mission. Alors, je parle deux mots sur la formation. Donc, il y a énormément d'organismes de formation qui proposent maintenant des formations pour les référents Covid. MT71 sera normalement à même de vous proposer également une formation en visioconférence de 3 ou 4 heures d'ici la fin du mois. Donc, une fois que vous avez nommé ce référent Covid, eh ben, il va falloir lui donner les moyens d'assurer sa mission, bien évidemment. Donc, moyens en termes de temps, moyens en termes parce que ça prend du temps, hein, moyens en termes de moyens techniques, hein, s'il y a besoin de consommables, de pays, etc. Il faut être d'accord pour le lui acheter. Ensuite, il faudra communiquer à l'ensemble des salariés, d'abord son identité et puis surtout ses missions. Donc là, c'est important de bien définir ses missions précisément dans une lettre de mission, par exemple, de façon à ce que tout le monde sache où s'arrêtent ses missions et où commencent ses missions. Donc, on va le voir après, hein, puisqu'on va voir un exemple des missions qu'il peut effectuer. C'est à la fois un relais opérationnel sur le terrain, c'est à la fois un animateur qui va accompagner les salariés dans l'entreprise, c'est aussi quelqu'un qui va accompagner l'entreprise dans la gestion de la crise et puis dans la mise en place des mesures de prévention. Donc tout ça, bien évidemment, il faut continuer à soigner le dialogue social, c'est très important, hein, donc avec le CSE, s'il y a un CSE, avec les représentants du personnel, etc., etc. Donc là, on va parler un petit peu plus en détail des missions. Donc, je répète, hein, vous devez définir ces missions précisément en les écrivant. Donc, quelles missions pour le référent Covid? Donc, elles vont être très variables selon l'entreprise, selon l'organisation de l'entreprise. Donc, en premier lieu, c'est quelqu'un qui va organiser en amont, si je puis dire, la prévention Covid-19. Donc, il peut participer à la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, vous savez que c'est un document qui est obligatoire dans les entreprises, qui permet d'évaluer les risques professionnels et qui permet de définir un plan d'action pour prévenir ces risques. Le Covid-19 faisant partie des risques professionnels, forcément, il doit être intégré au document unique d'évaluation des risques professionnels et donc celui-ci doit être mis à jour obligatoirement. Donc, si vous avez besoin d'aide par rapport à cette mise à jour de document unique, sachez que MT71 vous propose un outil informatique et vous propose aussi des petites réunions en visioconférence pour vous permettre de mettre ce document unique à jour. Donc, le référent Covid peut tout à fait participer à cette mise à jour en s'arrêtant bien évidemment au risque Covid-19.
si ce n'est pas lui qui a en charge le document unique. Ensuite, il va participer au plan d'action, donc toujours par rapport à ce risque Covid-19. Donc, il va conseiller l'entreprise et les salariés sur l'ensemble des mesures de prévention à mettre en place. Alors, ces préventions, on ne va pas revenir dans le détail dessus, mais elles peuvent être d'ordre organisationnel. Par exemple, le télétravail, la mise en place du télétravail, qui est renoté dans le protocole de déconfinement qui date d'hier. Sur la gestion des flux, la nouvelle façon de circuler dans l'entreprise, de façon à ce qu'il y ait moins de gens qui se croisent. La modification des horaires d'arrivée, justement, pour éviter qu'il n'y ait pas de flux important à l'arrivée dans l'entreprise, par exemple. Voilà, tout ça, ce sont des exemples de mesures organisationnelles. Il peut aussi conseiller sur les mesures techniques, donc ça peut être la mise en place de parois plexiglas entre les postes de travail dans un open space, par exemple. Ça peut être aussi par rapport au port du masque. Il va acheter les masques, qui est devenu obligatoire dans toutes les situations. On va en reparler depuis aujourd'hui, en fait, dans les entreprises. Et puis, il peut aussi apporter son aide par rapport à la définition du plan de nettoyage, qui est très, très important aussi pour lutter contre le Covid-19. Voilà. Il assure une veille documentaire Covid-19, donc c'est lui qui va aller voir s'il y a des mises à jour qui concernent le protocole de déconfinement, par exemple. Une petite parenthèse, donc sachez que nous, on a un site MT71 qui permet sur lequel on met l'actualité quasiment de façon quotidienne sur tous les documents qui y paraissent, etc. Il peut participer aussi à l'élaboration des plans de prévention sur la partie Covid-19. Les plans de prévention, ça concerne les entreprises, la coactivité en fait, entreprise extérieure, entreprise qui fait intervenir une entreprise extérieure ou une entreprise qui intervient à l'extérieur. En deuxième partie, donc ça, c'est tout ce qu'il va pouvoir définir en amont. Il va apporter son aide en amont sur la décision, sur les mesures de prévention qui vont être décidées, mais il va être aussi un relais opérationnel sur le terrain. Donc, comment va-t-il procéder? Il va assurer la promotion des mesures barrières sur le terrain, bien évidemment. Il va assurer la mise en place des mesures de prévention qui sont décidées. Il va veiller au respect de toutes ces consignes. Il va assurer l'approvisionnement en EPI, en consommables, en produits de nettoyage, en masques, etc. Et puis, une chose aussi très importante, c'est que c'est lui qui peut aussi élaborer les matrices de contact pour les cas avérés. Donc, on va revenir tout à l'heure quand je vais vous parler du protocole qui est paru hier par rapport à ces matrices de contact. C'est important. En cas de contamination d'un salarié dans une entreprise, de pouvoir définir tous les contacts avec lesquels il a été en contact, toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact, de façon à pouvoir procéder soit à des tests, soit à du dépistage. Voilà. Alors, les mesures barrières, je pense que tout le monde les a en mémoire. Donc, le lavage des mains, pas d'embrassade. On utilise des mouchoirs jetables qu'on met bien à la poubelle. On éternue dans son coude. Et puis, on respecte une distanciation d'1 mètre entre 2 personnes. Donc, nouveauté depuis aujourd'hui, le masque qui fait partie de ces mesures barrières dans les entreprises puisqu'il est obligatoire également dans toutes circonstances. Il y a des dérogations qui sont possibles, on va en reparler tout à l'heure. Troisième type de mission pour ce référent Covid, il peut assurer la communication, l'information et même aussi la formation des salariés par rapport aux mesures de prévention qui sont décidées. Donc, il va expliquer les gestes barrières.
Il va transmettre et expliquer les différentes consignes, par exemple pour le lavage des mains. Donc, sachez que MT71 propose des tutos par rapport à ces consignes. Hein. Donc, il y a un tuto sur le lavage des mains qui dure pas très longtemps, mais qui est bien expliqué. Il peut aussi assurer le balisage et l'affichage des consignes importantes dans l'entreprise. Il peut assurer l'accueil des salariés de retour au travail après une absence. Et puis, il sera surtout à l'écoute de ses collègues. Voilà. Donc ça, c'est aussi une des missions qui peut assurer dans l'entreprise, donc toute la partie communication, information, formation. Voilà. Alors donc, toutes ces missions, c'est pas exhaustif, hein, bien évidemment. Par contre, il peut tout à fait faire l'ensemble de ces missions ou qu'une partie selon ce que l'entreprise décide, d'où l'importance de bien les définir par écrit, voilà. Alors, donc maintenant, je vais vous parler du protocole de déconfinement, hein, la version du 31 août 2020 qui a été éditée hier sur le site du ministère du Travail. Et donc, le référent Covid-19 va forcément s'appuyer sur ce protocole pour exercer sa mission. Voilà, donc ce protocole, donc, il rappelle bien évidemment les gestes barrières, donc ça je vous en ai parlé, c'est le socle du déconfinement. Il rappelle également que le télétravail est recommandé quand c'est possible, de façon à limiter le risque d'affluence et de croisement. Donc il y a une annexe qui concerne les bonnes pratiques pour la gestion des flux en annexe de ce protocole. Donc vous pourrez, il est téléchargeable sur le site du ministère, donc vous pouvez aller voir cette annexe, elle est assez bien détaillée. Il rappelle également qu'il faut aérer régulièrement les locaux de travail, qu'il faut vérifier le bon fonctionnement de la ventilation. Alors, toujours pas de ventilateur, toujours pas d'utilisation de ventilateur. Le ventilateur n'est pas proscrit, mais il doit être évité, notamment si le flux d'air est dirigé sur une personne. Donc pareil pour le recyclage de l'air, hein. S'il y a un recyclage de l'air dans votre système de ventilation, ben, il faut éviter de le mettre en route. Il rappelle également l'importance du nettoyage quotidien, donc le nettoyage des sols et des matériels, donc avec un produit de détergent tout simple, comme vous faites d'habitude, et aussi la désinfection fréquente de toutes les surfaces qui sont potentiellement contaminées, par exemple les rampes d'escalier, etc. Donc là, je crois, de mémoire, il préconise minimum 2 fois par jour. Donc là, c'est avec un produit de désinfection, c'est-à-dire un produit qui répond à une norme virucide et qui va vraiment détruire chimiquement le virus s'il est sur la surface que l'on va désinfecter. Voilà. Donc le reste, c'est le nettoyage avec un détergent comme d'habitude. Par contre, les surfaces potentiellement contaminées, elles sont désinfectées minimum 2 fois par jour avec un produit virucide. Alors, un mot un mot non, c'est la partie qui a le plus évolué, je dirais, dans ce protocole, ça concerne les équipements de protection individuelle, hein, puisque, je vous disais tout à l'heure, le port du masque est dorénavant obligatoire dans les entreprises, dans tous les lieux collectifs clos, y compris les véhicules. Il y a des dérogations qui sont possibles, on va en parler juste après. Simplement, donc c'est l'employeur qui doit fournir le masque. Alors, par rapport au type de masque, donc il y a 3 types de masques aujourd'hui qui peuvent être utilisés. Il y a les masques en tissu réutilisables, ce qu'on appelle les masques grand public. Il y a les masques chirurgicaux, jetables, et puis il y a les masques qui font partie des EPI, donc les FFP, qui permettent en fait de filtrer le flux à l'inspiration, alors que les 2 autres types de masques filtrent le flux à l'expiration. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il est conseillé dans les entreprises aujourd'hui? C'est au minimum le masque grand public de catégorie 2. Donc, vous voyez, je vous ai mis le petit icône qui doit figurer sur les emballages, hein. Donc, ça, c'est garant de la fabrication selon les spécifications de l'AFNOR. Donc, l'AFNOR, c'est le S76001. Donc, la catégorie 2 filtre 70% des particules de plus de 3 micromètres, je crois. Donc, celle-ci est conseillée dans les entreprises dès l'instant que le salarié n'est pas en contact avec du public, un contact répété avec du public. S'il est en contact répété avec le public, là, on passera à la catégorie 1. Donc, le pourcentage de filtration, c'est 90% de cette catégorie. Donc, on est toujours sur du masque lavable, hein, le masque grand public type lavable. Voilà. Donc, ce qu'il est recommandé actuellement, c'est que les masques chirurgicaux ou les masques FFP sont réservés aux professionnels de santé. Pour les masques chirurgicaux, c'est professionnel de santé tout simple. Pour les masques FFP, c'est le professionnel de santé qui va intervenir sur des cas Covid-19. Voilà. Donc ça, c'est le minimum. Donc l'employeur doit fournir à ses salariés des masques, hein, puisque là on est dans le cadre de la réglementation, hein, puisque dans la réglementation c'est noté que l'employeur vous avez une obligation de moyens en termes de pays, donc c'est à vous de faire en sorte que vos salariés aient des masques. Donc vous devez organiser l'approvisionnement. Si vous utilisez des masques en tissu, c'est vous qui devez assurer le lavage. Donc le masque en tissu se porte 4 heures maximum en continu. Ensuite, il doit être lavé à 60 degrés pendant un cycle de 30 minutes minimum. Voilà. Et puis sinon, vous pouvez utiliser les masques chirurgicaux jetables, hein. Dans ce cas-là, vous devez quand même organiser l'approvisionnement et vous devez définir les modalités d'évacuation. Le masque chirurgical se jette dans un sac plastique qu'on va mettre à la poubelle et qu'on mettra. On préconise un delta de 24 heures avant de faire ramasser les poubelles, en fait. Voilà. La visière, elle sera utilisable uniquement en cas de complément, uniquement en complément du masque. La visière ne remplace pas le masque, ça c'est clairement défini. Donc ne remplacez pas les masques par les visières. Par contre, vous pouvez les utiliser en complément. Alors je vois pas bien l'intérêt, mais bon, voilà. Éviter le port de gants, puisqu'il donne un sentiment de sécurité supplémentaire, et donc on fera moins attention en portant des gants que si on ne porte pas de gants. Ce qui est important, en fait, c'est l'hygiène des mains, le lavage des mains régulier, donc soit avec du savon, tout simplement, ou si vous n'avez pas de point d'eau, vous mettez à disposition des salariés du gel hydroalcoolique. À l'extérieur, il est noté dans ce protocole, à l'extérieur, le port du masque sera obligatoire seulement en cas de regroupement de personnes et puis si la distanciation sociale inférieure à 1 mètre ne peut pas être respectée. Voilà. Donc ça, c'est un gros changement, hein, puisque jusqu'à présent, on nous a toujours dit on porte le masque que si on ne peut pas se séparer de plus d'1 mètre entre deux personnes. Donc là, clairement, le masque doit être associé au respect de la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre deux personnes. Voilà. Donc c'est pas parce que vous respectez cette distanciation physique que le masque va tomber, puisque là, c'est clairement indiqué que c'est un complément. Le complément, donc le masque plus la distanciation sociale de 1 mètre. Voilà. Alors, je vous disais, dans ce protocole de déconfinement, il y a possibilité de déroger à cette règle de port obligatoire du masque dans tous les espaces clos. Donc, les règles de dérogation, elles sont bien définies dans ce protocole et elles sont définies selon la circulation du virus dans le département dans lequel l'entreprise est.
Donc, sachez qu'en Saône-et-Loire, on est en zone verte. Donc, j'ai remis la petite carte de la santé publique qui est actualisée régulièrement. Donc, on est en zone verte, ça veut dire que le virus circule. Et ce n'est pas les zones blanches sur la carte. Ils parlent de zone verte, orange et rouge, mais la carte, ils la font en blanc, bleu clair, bleu moyen, bleu foncé. Voilà. Donc, la zone verte correspond au bleu clair. Donc, en Saône-et-Loire, nous sommes encore en zone verte. Donc, ça veut dire que les règles de dérogation sont, vous pouvez définir des nouvelles règles de port du masque si le local bénéficie d'une ventilation ou d'une aération fonctionnelle, que vous mettez des écrans entre les postes de travail, des écrans en plexiglas, que vous donniez une visière à vos salariés en remplacement du masque, et puis qu'il y ait un référent Covid pour superviser tout ça. Donc à partir de là, oui, vous pouvez définir des nouvelles règles pour déroger au port du masque. Pour les entreprises qui sont en zone orange, donc c'est la même chose, les conditions sont les mêmes, sauf qu'en plus, il faut que les locaux soient de grand volume et qu'ils bénéficient d'une extraction d'air haute. Et pour les zones rouges, c'est pareil, sauf qu'en plus, il faut rajouter la ventilation qui doit être mécanique et puis une jauge de 4 mètres carrés qui soit respectée. Donc ça veut dire qu'on laisse 1 mètre autour de chaque salarié. Voilà. Donc ces règles sont importantes puisque à partir de là, vous pouvez tout à fait définir des nouvelles règles dans votre entreprise par rapport au port du masque. Dès l'instant où vous répondez à ces critères-là, vous pouvez dire dans tel atelier, le masque n'est plus obligatoire, on va leur mettre une visière, etc., etc. Alors, il y a des précisions dans le protocole. J'ai pas eu le temps de bien synthétiser tout ça, mais par exemple, dans les ateliers, il est écrit qu'il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en atelier, donc dès lors que vous remplissez ces conditions, et que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance dans les déplacements et qu'ils portent une visière. Donc ça revient en fait à reprendre les règles qui sont définies ici. Dans les bureaux individuels, c'est la seule exception qui est notée dans le protocole. Il n'est pas nécessaire de porter le masque si un salarié travaille tout seul dans un bureau individuel. Voilà. Donc la carte de la santé publique, vous pouvez la retrouver, je vous ai mis le lien ici sur le site de la Santé publique France. Elle évolue, donc ça c'est la carte du 22 août. Voilà, donc le référent Covid, c'est aussi d'aller dans sa mission de veille documentaire, d'aller voir justement tous ces sites pour voir s'il y a une évolution. Alors, le protocole de déconfinement, donc là, par rapport au dépistage, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, si ce n'est que, alors c'est pas tout à fait le dépistage, mais par rapport aux personnes à risque, il n'y a plus de chômage partiel possible. Alors, les personnes à risque, c'est défini dans un décret, la liste des pathologies, c'est défini dans un décret, donc il n'y a plus de chômage partiel possible à partir du 31, donc d'aujourd'hui. Par contre, il y a possibilité quand même ça reste une exception en fait après avis du médecin du travail, bien évidemment. Donc c'est pas à vous de décider quoi que ce soit par rapport aux personnes à risque dans ce cas-là. Alors le dépistage, donc une chose qui est très importante, bien évidemment,
faut que le référent Covid sensibilise tous les salariés sur le fait qu'en cas de symptômes de rhume, par exemple, eh ben, le salarié il doit rester chez lui parce que ça peut être le Covid. Donc les symptômes, je vous les rappelle rapidement, les maux de tête, perte de goût de l'odorat, maux de gorge, courbatures, fièvre, toux, pratique, difficultés respiratoires, etc., etc. Donc en cas de symptômes, le salarié il est conseillé aux salariés de ne pas venir dans l'entreprise. Alors, si vous avez un salarié qui présente des symptômes dans l'entreprise, il faut que l'entreprise rédige une procédure adaptée en lien avec le service interentreprise de santé au travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne peut pas la faire pour vous, hein, parce qu'on a souvent la question, est-ce que vous avez la procédure pour les conduites à tenir en cas de symptômes? Puisque c'est une procédure qui doit être adaptée à votre entreprise, ce que vous avez décidé, qui va intervenir, etc., etc. Par contre, là encore, on peut tout à fait vous apporter une aide pour rédiger cette procédure. Donc la procédure, ça va être quoi? Elle est définie dans le protocole de déconfinement. Donc il faut d'abord isoler la personne dans une pièce où il n'y a pas d'autres salariés et lui fournir un masque chirurgical le plus tôt possible. Donc il faut que vous prévoyiez quand même si vous utilisez des masques barrières en tissu, il faut prévoir quand même un petit stock de masques chirurgicaux en cas de personnes symptomatiques. Donc, vous l'isolez dans une personne et il faut mobiliser ensuite. Alors, ça peut être l'infirmier, si c'est une grande entreprise qui a son infirmier du travail. Ça peut être le référent Covid. Donc là, si ça fait partie de ses missions, il faudra bien le définir dans les missions du référent Covid. Ça peut être le sauveteur secouriste du travail formé Covid. J'insiste bien sur le formé Covid, puisque la formation SST, jusqu'à présent, ne prenait pas en compte ce risque épidémique lié au Covid-19. Donc, vous mobilisez la personne que vous aurez définie, et donc, il faudra aussi lui fournir un masque chirurgical. Alors ensuite, il y a 2 cas. Donc soit il n'y a pas de signe de gravité, donc à ce moment-là, soit vous contactez le médecin du travail ou soit vous demandez à la personne qui présente les symptômes de contacter son médecin traitant. Et puis une fois que ça c'est fait, vous faudra organiser son retour à domicile en évitant bien évidemment les transports en commun. Le deuxième cas, c'est s'il y a une présence de signes un peu plus graves, comme des difficultés à respirer, par exemple. Là, par contre, il est conseillé de contacter le 15 directement, le SAMU, qui vous donnera la conduite à suivre. Donc, après la prise en charge, il faudra prendre contact avec le service de santé au travail pour suivre les consignes notamment de nettoyage du poste et puis aussi de suivi médical des cas contacts qui ont été en contact rapproché avec le salarié symptomatique. Si le Covid est confirmé chez ce salarié, à ce moment-là, il faudra faire ce qu'on appelle le contact tracing. Donc là, ce sont les acteurs qui sont définis au niveau national qui s'occupent de ça, notamment les médecins et puis les intervenants au niveau de la CPAM qui vous poseront des questions. D'où l'importance de ce référent Covid, puisque c'est lui qui va s'occuper clairement de remonter en fait tous les contacts qu'a eu le salarié Covid avec les autres salariés. Donc ça, c'est important. Et puis après, c'est au niveau national qu'on vous dira quoi faire. En fait, ils seront pris en charge, dépistés, etc., etc. Alors, par rapport aux tests, les campagnes de dépistage sont sur décision des autorités sanitaires uniquement. Donc, il ne s'agit pas de faire des campagnes de dépistage dans les entreprises. C'est seulement si les autorités sanitaires vous le demandent. Et puis, la prise de température est toujours déconseillée à l'entrée des établissements. Elle n'est pas interdite, mais attention quand même aux données personnelles. Ça peut être très compliqué. Il faut respecter toutes les données médicales, etc., etc. Donc, pour l'instant, c'est déconseillé.
Voilà, donc j'en ai fini de ma présentation. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions que vous avez déjà notées sur la fenêtre du chat, que vous pouvez encore poser, il n'y a pas de souci. Donc c'est ma petite collègue qui va poser les questions, puis moi je vais tenter d'y répondre. Voilà. Alors Nathalie, je t'écoute. Alors, il est demandé des conseils pour l'entretien des masques réutilisables, bien sûr. Alors, le conseil pour l'entretien des masques réutilisables, j'en ai un petit peu parlé. Donc, déjà, ils doivent être portés 4 heures maximum en continu, jamais plus. Et ensuite, ils doivent être lavés en machine à laver, c'est ce qu'il y a de mieux, sur un cycle de lavage de 30 minutes minimum, à 60 degrés. Voilà, donc c'est à l'employeur d'organiser ce lavage. Alors ça peut être les salariés qui le lavent, il n'y a pas de souci, mais il faut que ce soit défini dans vos règles, dans vos procédures. Voilà. Voilà, parce que justement, la question qui était aussi posée ensuite, c'était est-ce que l'on peut mettre plusieurs masques dans la même machine à laver si l'entretien est, je suppose, fait par l'employeur. Si l'entretien est fait par l'employeur et que vous mettez tous les masques de vos salariés dans la machine, il n'y a aucun souci, dès l'instant que le cycle est à 60 degrés et qui dure au minimum 30 minutes. Donc un masque qui appartient à une personne, bien entendu, n'est pas obligé d'être lavé par elle. Pas obligatoirement, non, non, du tout. Au contraire, c'est même préconisé. Normalement, c'est l'employeur qui entretient les équipements de protection individuelle, comme les blouses, les vêtements de travail, etc. Donc, si vous ne le faites pas directement, vous faites souvent appel à une entreprise extérieure qui le fera. Donc, les masques, c'est exactement pareil. Normalement, c'est l'employeur qui doit assurer l'entretien. Voilà. Donc, une autre question est posée sur comment faire avec les masques pour les personnes sourdes qui lisent sur les lèvres. Ah, alors là, c'est un problème qui a été déjà posé plusieurs fois dans les médias, on en a entendu parler. Là, par contre, j'ai pas de réponse à votre question. J'ai pas de réponse générale. Après, peut-être se rapprocher du médecin, où là, il faudra peut-être trouver une alternative au port de masque. Mais ouais, non, c'est pas. Ou alors des masques transparents, mais là, non. Ouais. C'est quand il a été évoqué le port du masque et la visière. La question posée, c'est je croyais que la visière ne se substituait pas au masque. Alors, dans la dérogation. Voilà. Donc ça, ce sont les règles générales. Le port du masque est obligatoire. La visière ne s'y substitue pas. Par contre, il y a des dérogations qui, si vous répondez à certains critères, vous permettent de remplacer quand même le masque par la visière. Donc, c'est les règles de dérogation. Dans certains cas seulement, vous pouvez remplacer le masque par la visière. Donc, reportez-vous au protocole. Tout est défini. Et l'utilisation de la visière, dans le cas de l'alternative, ne doit pas être la seule mesure de prévention. Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout un tas de choses qui doivent être faites. Je l'ai mis dans la diapo. C'est pas uniquement remplacer le masque par la visière. C'est la ventilation, l'aération, etc., etc., le nettoyage, tout ça. Voilà. Alors, par rapport au port de gants, l'INRS conseille le port de gants pour la prise en charge d'un collaborateur présentant des symptômes du Covid. Nous le confirmez-vous? Oui. Le port du gant, de toute façon, est conseillé, notamment dans les formations secouristes, quand vous intervenez sur une personne qui est blessée, qui se porte pas bien. Les personnels, de toute façon, soignants, les pompiers, etc., ils mettent des gants. Donc, bien évidemment, là, c'est du bon sens. Si vous pouvez mettre des gants quand vous intervenez près d'une personne qui est symptomatique, oui, mettez-en. Sinon, après, vous pouvez aussi vous laver les mains avant et après.
Un couple travaillant ensemble dans un même bureau peut-il s'abstenir du port du masque dans leur bureau? Alors moi j'aurais tendance à dire que s'ils vivent ensemble, oui, c'est du bon sens, hein. Après on pourra pas vous reprocher, enfin je ne pense pas en tout cas s'ils vivent ensemble, oui, non, c'est comme dans les véhicules, hein. Les foyers, les personnes d'un même foyer ne vont pas porter les masques dans les véhicules. Voilà. La désinfection des locaux est-elle nécessaire si les locaux sont utilisés un jour tous les 7 jours? Un jour tous les 7 jours. Alors la désinfection, non. Par contre, le nettoyage, bah ça c'est comme d'habitude, hein, enlever la poussière qui est tombée en 7 jours, etc., etc. Donc le nettoyage, oui, mais je dirais que c'est comme d'habitude. Par contre, la désinfection, non, puisqu'on sait que, a priori, le virus ne reste pas 7 jours sur les surfaces. Voilà. Quelles sont les recommandations pour concilier le port du masque et le casque toute la journée pour les téléconseillers dans un centre d'appel? Ah, le casque téléphonique? Oui. Eh ben, c'est une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte supplémentaire qu'il faut accepter, hein. Le masque, eh ben, oui, par rapport à la parole qui sera moins claire au niveau du téléphone, par rapport à tout ça, voilà, c'est comme ça. Par contre, si vous êtes en zone verte et que vous pouvez mettre en place les règles qui vous permettront de déroger, essayez de le faire. Mais sinon, ça reste une contrainte supplémentaire. Peut-on utiliser des visières plastiques qui se positionnent sur le menton et remontent jusqu'au nez? Oui, c'est effectivement des choses qu'on commence à savoir. Oui, on voit ça notamment dans les cafés-restaurants dans le sud, hein, il y en a beaucoup, ils ont tous ça, les serveurs. Eh ben non, parce que non, c'est pas un masque. Euh, c'est pas suffisant, donc ça doit pas remplacer le masque. Ouais, là on est plus sur de la visière, mais qui s'arrête au nez en fait. En fait, le masque il doit vraiment déjà être conforme aux spécifications de la FNOR, et puis il doit vraiment recouvrir tout le nez et qu'il n'y ait pas de fuite, puisque l'efficacité d'un masque en fait on la calcule par rapport aux fuites qui sont quand on met le masque, voilà. Donc non, ça c'est pas du tout valable pour une utilisation du masque, quoi. Parce qu'une autre personne dit qu'il existe effectivement des masques spécifiques transparents, mais qui sont assez chers, 10 € environ le masque. C'est possible qu'il y ait des entreprises qui soient intéressées à la question de la transparence, hein, donc ça peut exister, oui, mais effectivement, forcément, c'est cher et de toute façon, il faut qu'il soit homologué, qu'il ait le petit icône que je vous ai mis dans la diapo tout à l'heure, qui dit que c'est un masque de grand public qui correspond aux spécifications de la FNOR. Et justement, la question suivante était: a-t-on l'obligation de fournir des masques homologués AFNOR? Ah oui, bah ça, obligation, non. Après, là encore, c'est une histoire de responsabilité. C'est vous qui êtes responsable. Si il y a un cluster qui part de votre entreprise et que vous utilisez des masques qui sont pas homologués, forcément, vous aurez une part de responsabilité qui sera pas mince dans l'affaire. Donc, c'est fortement conseillé d'utiliser de faire utiliser à vos salariés des masques homologués, bien évidemment, oui. Est-ce que l'on peut avoir 3 collaborateurs sur une étoile de bureau de moins de 4 mètres carrés? Alors ça, oui, vous pouvez, mais le port du masque sera obligatoire dans tous les cas, sauf
si vous répondez aux règles de dérogation, c'est-à-dire que vous êtes en zone verte, que vous mettez des plexiglas entre les bureaux, que vous leur donnez une visière, et puis la dernière, c'est que la ventilation soit efficace, contrôlée, etc., etc. Donc oui, vous pouvez tout faire, mais voilà. Y a-t-il des formations SST avec Covid de prévues? Alors, les formations SST ont repris chez nous, hein, bien évidemment, mais elles ont été aussi adaptées. Donc, les formatrices parlent du Covid dans les formations SST. Voilà, donc après, des formations uniquement Covid pour les SST, bah, ils verront ça avec leur recyclage, en fait. Alors, une personne à risque doit-elle fournir un certificat médical lié à sa situation afin d'obtenir le droit de télétravailler? Alors, dans le protocole, il est indiqué, il y a un grand paragraphe sur ces personnes à risque. Donc déjà, la pathologie doit faire partie d'une liste qui est définie dans un décret. Mais ça, c'est pas à vous de le contrôler, lui seul le sait. Après, pour ces personnes, effectivement, il est conseillé de les mettre en télétravail ou bien de les faire venir quand même sur le lieu de l'entreprise si on ne peut pas faire autrement, en mettant en œuvre toutes les mesures de prévention. Voilà. Et en cas de doute, eh ben oui, vous pouvez lui demander un certificat médical ou l'envoyer vers le médecin du travail qui adaptera la fiche d'aptitude, en fait. Voilà, c'est même pas un certificat médical. C'est demander une visite auprès du médecin du travail qui vous fera un retour par rapport à la fiche d'aptitude. Alors, ça rejoint une question précédente. MT71 prévoit-il des formations spécifiques Covid-19 pour les SST alors? Alors que pour la formation initiale, le Covid en fera partie. Par contre, pour les gens déjà formés SST qui veulent une info Covid-19, eh bien, soit ils attendent leur recyclage, donc les recyclages maintenant ils en font partie, ou ils se rapprochent peut-être de la formatrice du secteur qui décidera en fonction. Une personne qui a des symptômes et attend les résultats d'un test doit rester chez lui. Durant cette période, est-il en arrêt maladie ou le salaire est-il maintenu par l'employeur? Alors ça, c'est plus des questions de droit, donc soit il se met en arrêt, effectivement, il demande un arrêt maladie à son médecin qui lui aura prescrit le test. Après, là, je peux pas répondre de façon générale, hein, puisque chaque cas est bien particulier, donc le mieux, c'est qu'effectivement, ils se mettent en arrêt maladie. Ou qu'ils se mettent en télétravail, éventuellement, si c'est possible. En attendant. Avez-vous une astuce pour concilier le port du masque et les lunettes de vue? Tout ce que l'on a déjà essayé ne fonctionne pas et nos postes de travail sont à 3 degrés. Ah, alors là, oui, effectivement, c'est compliqué puisque les lunettes, le masque, en fait, surtout à 3 degrés, hein, vous allez avoir énormément de buée sur les lunettes. Là, non, je sais pas. Peut-être essayer les produits anti-buée qu'on utilise en plongée. Peut-être que ça limiterait la formation de buée sur les lunettes. Bien faire aussi, quand vous mettez le masque, faire l'étanchéité maximum à ce niveau-là, de façon à ce que la buée ne remonte pas sur les lunettes. Voilà. Et puis peut-être essayer plusieurs masques, hein, parce qu'il y en a qui vont mieux que d'autres. Voilà, donc ouais. Donc là, non, j'ai pas de recette miracle, malheureusement. La Saône-et-Loire est en zone verte. Je suis référent Covid en ESAT. Je peux donc instaurer des visières dans les ateliers à la place du masque si les conditions sont correctes.
Est-ce bien cela? Oui, c'est bien ça. Donc, dans les conditions, vous pouvez vous reporter au protocole, hein. Ils ont publié un grand tableau qui reprend toutes les conditions. Donc, si on reprend pour les zones, alors c'est pas ça, pour les zones à faible circulation du virus. Donc, dans tous les cas, il faut que la distance physique entre deux salariés soit d'1 mètre minimum. Ça, c'est tout le temps, hein, que le virus circule ou pas, qu'on soit en zone blanche, jaune, verte ou rouge. Il faut qu'il y ait une ventilation ou une aération qui soit fonctionnelle et efficace. Ça, c'est le critère 1. Il faut qu'il y ait une présence d'écran de protection, donc exemple vitre ou plexiglas, entre les postes de travail. Donc ça, c'est une deuxième condition. Et puis, à partir de là, oui, vous pouvez mettre à disposition des visières pour vos salariés. Mais il faut que tout le reste, en fait, soit respecté. Dans quel délai doit-on se tester quand on a été en contact avec un cas avéré? Faut-il rester en quatorzaine si le test est négatif? Alors là, c'est une question qui est plus du médical. Dans quel délai? Je sais pas. C'est le médecin qui vous le dira, hein. Là, je peux pas répondre. Je suis moi-même pas médecin, donc vous pouvez aussi demander conseil auprès du médecin du travail. Covid et mise à jour du document unique des risques, d'évaluation des risques. Avez-vous des documents pour nous aider à mettre à jour les documents? Alors, MT71 propose un outil, notamment à destination des petites entreprises, qui permet de formaliser le document unique et le plan d'action, qui s'appelle Objectif DU. C'est un outil, un site informatique en fait. Et cet outil a été récemment mis à jour, puisque nous y avons intégré une fiche Covid-19 qui permet de formaliser en fait toute la prévention qui est faite autour de ce risque de contamination dans le document unique. Donc oui, MT71 propose bien des outils et MT71 propose aussi des aides de gens qui sont compétents et qui peuvent vous donner des conseils par rapport à la mise à jour de ce document unique. Donc on est toute une équipe d'intervenants en prévention, donc n'hésitez pas à faire appel à nous. En cas de test positif, le salarié doit-il fournir un arrêt de travail pour quatorzaine? Alors, en cas de test positif, oui, il sera probablement en arrêt de travail. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Évidemment, oui, le médecin le mettra en arrêt de travail. Oui. Je dois former les SST. Est-ce que vous avez un support de formation? Alors là, il faudra vous rapprocher de notre référente formatrice SST, hein, qui est Madame Montmaillet. Éventuellement, je vous enverrai peut-être ses coordonnées dans l'après-midi. Voilà. Les labos disent attendre 7 jours après le contact avéré pour se faire tester. Ça, je sais pas. Les là, je peux pas vous dire. Là encore, c'est du médical. C'est le médecin qui vous dira dans quel délai il faut faire le test. Et là, je pense pas que ce soit ni les labos ni moi, mais le médecin, je pense que vous expliquera dans quel délai il faut faire ce test. Et d'ailleurs, pour les délais de test en cas de contact avec des cas avérés, Santé publique France a publié un document où tout est bien expliqué. D'accord, ok. Donc là, je vous invite à vous reporter sur le site Santé publique France. Apparemment, ce document explique tout ça. Un collaborateur testé positif est asymptomatique et souhaite reprendre son activité en télétravail alors qu'il est en arrêt de travail. Peut-il interrompre son arrêt de travail? Là encore, c'est encore du droit. Après,
c'est aussi du médical. S'il est en arrêt de travail, c'est qu'il y a une raison, donc a priori, il ne doit pas travailler. Maintenant, s'il reste chez lui et qu'il a envie de travailler, vous ne pouvez pas l'en empêcher de toute façon. Mais tant qu'il est en arrêt de travail, il reste en arrêt de travail. Pour la gestion des flux de personnes, les bonnes pratiques à promouvoir, citées dans l'annexe 1 du protocole, sont-elles obligatoires? Alors, les bonnes pratiques, les bonnes pratiques qui sont données dans ce protocole, donc je vous ai dit tout à l'heure, le protocole n'a pas vocation de loi, ni d'ordonnance, ce sont c'est forcément incitatif dans le sens où ce sont des bonnes pratiques en fait que le gouvernement décide et pour accompagner les entreprises. Donc obligatoire, non, mais en plus c'est du bon sens, limiter le croisement des flux, faire en sorte qu'il y ait une porte d'entrée, une porte de sortie. Donc obligatoire au sens réglementaire, non, mais par contre, en cas de problème, de toute façon, c'est la responsabilité de l'entreprise qui sera recherchée. Donc si vous ne les mettez pas en œuvre, voilà, votre responsabilité sera engagée. Donc faut les suivre. C'est des bonnes pratiques qui sont pleines de bon sens en plus. Donc, pour la gestion des flux, oui, moi, je vous conseille de les suivre. Alors, si l'arrêt de travail a été communiqué à l'employeur, il est interdit au salarié de travailler et l'employeur doit le lui rappeler s'il s'aperçoit qu'il travaille, sinon cela peut être considéré comme une fraude à la sécurité sociale. Alors là encore, c'est des questions qui sont un peu juridiques, dans le domaine juridique. Si le salarié est en arrêt de travail et puis qu'il veut travailler quand même, vous, surtout s'il est chez lui, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Par contre, ne lui donnez pas d'émission. Ne le contactez pas pour du travail ou des choses comme ça. Après, la fraude, je pense qu'il faut la prouver. Enfin, j'en sais rien, je suis pas juriste, mais voilà. Eh bien, il semblerait qu'on ait fait le tour de l'ensemble des questions. N'hésitez pas à en poser si vous en avez d'autres. Voilà, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là. Simplement, par rapport au site MT71, donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement parce qu'il est mis à jour quasiment quotidiennement. N'hésitez pas à nous contacter, je vous ai mis le numéro dans la présentation pour toute question ou besoin d'aide ou par rapport à la mise en place de la prévention. Le support sera disponible avec le replay du webinaire sur le site MT71 et puis vous pourrez le télécharger peut-être pas aujourd'hui mais à partir de demain. Et puis il me reste à vous souhaiter bon courage et bonne continuation.